Bonjour Bernard Gell. Bonjour Irina. Vous êtes né en France, vous êtes devenu américain, vous voyagez beaucoup. Vous voyagez donc entre les pays baltes, la Russie, les États-Unis, l'Europe, et c'est depuis 2016 où vous dites que le monde bascule en février 2022. Le monde russe, notre monde à nous tous en quelque sorte, bascule à ce moment-là. Vous sortez alors le récit que j'ai aujourd'hui ici avec nous, Avant la paix. Regardez bien, c'est un livre qu'on lit facilement et qui explique, qui retrace 10 ans de votre vie, qui est basé sur les faits réels, de votre vie d'un homme d'affaires qui a réussi, qui voyage donc entre les pays baltes, la Russie, les États-Unis, beaucoup. Là où je trouve ça vraiment intéressant, le fait que finalement vous parlez très peu de la guerre en Ukraine dans ce livre, pourtant c'est le sujet majeur, on le sent. Vous, comme je dis, voyagez entre les pays baltes dès 2016, et là vous observez quelque chose que vous voyez autour de vous, et vous comprenez qu'il y aura une guerre, en quelque sorte, sans la nommer. On ne sait pas encore ce que c'est. Pourriez-vous en parler un petit peu en détail ? Oui, bien sûr, tout à fait. En fait, quand on dit que le monde a basculé le 24 ou le 22 février 2022, avant tout, c'est mon monde qui bascule. En fait, moi, j'avais un monde de liberté entre la Russie et l'Europe. Je dois dire que j'ai toujours aimé l'influence russe dans les pays baltes. C'est une influence historique, aristocratique. Et là, je me rends compte que j'étais à Vilnius, moi, quand le conflit a, on va dire, réellement ou physiquement démarré. Et je me rends compte que j'ai plus ma place, si vous voulez, parce que il y a à ce moment-là un déchaînement qui se produit, qui était latent, c'est-à-dire qu'effectivement, depuis 2016, depuis 2018, je crois que jusqu'à la Coupe du Monde, en fait, la Coupe du Monde, ça a été un moment de communion pour toute l'Europe. Au sein de la Fédération de Russie, c'était un souvenir merveilleux. Et après ça, c'est comme si la fête était finie, en fait. Donc, personnellement, c'est vrai que j'ai eu la chance de traverser les frontières russo-baltes régulièrement, en voiture, à pied, avec un clin d'œil, même si mon chien n'est pas là ce soir, mais c'est un peu pour ça, en fait, que je faisais beaucoup d'allers-retours en voiture ou à pied, parce que j'avais ce chien que j'ai toujours. Et ce chien, comme moi, on vient effectivement des États-Unis. Oui, le monde a basculé, mon monde a basculé, j'ai pris peur, comme beaucoup. Et en fait, j'ai commencé à écrire ce récit, d'abord sans jamais penser que je me retrouverais aujourd'hui, exceptionnellement à Paris d'ailleurs, je le précise, devant vous, mais j'ai voulu me rassurer sur ma prise de décision. Et parce que, en fait, j'ai pris la décision, finalement, de ne pas maltraiter la Russie, de ne pas maltraiter mes amis russes. Ça n'a pas été le cas de tout le monde. Il y a eu une telle propagande, une telle russophobie qui s'est déclenchée qu'il a été assez difficile de rester droit dans ses bottes. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, d'abord, je suis rentré vraiment aux États-Unis pendant une certaine période. Durant cette période, on avait aux affaires américaines Joe Biden, que bien entendu, j'ai toujours eu une sensibilité géopolitique. Il est vrai que pour moi, de souche européenne, on a une certaine attirance démocrate. Peut-être moins qu'avant, mais en tous les cas, quelqu'un comme moi, par exemple, a été charmé par Obama, etc. Ce qui s'est avéré être une grande déception. Pragmatique aux États-Unis. Obama a été une grande déception. D'ailleurs, c'est lui qui a mis en place des contrôles bancaires pour les citoyens américains en Europe ou en Russie ou en Chine, etc. Ça a été vraiment quelque chose de très
très directif et très dur. Joe Biden, aux États-Unis, en tant que président américain, on a tout de suite compris l'animosité. J'ai tout de suite compris qu'on n'allait pas vers un monde de paix. C'est comme je me répète, mais c'est vrai qu'il y a eu la Coupe du Monde. 2018. 2018, la Coupe du Monde de football. Et il y a eu l'après. C'est bête, hein, mais c'est très symbolique pour moi. Et aux États-Unis, j'ai vu les entretiens de la dernière chance, si vous voulez, en décembre 2021. J'étais à Miami et c'était les fêtes de Noël. Ma famille française était sur place. Et c'est vrai, comme je le décris, on parlait continuellement de la Russie, alors que la Russie ne s'exprimait pas. Moi, j'ai vu la dernière poignée de main entre Vladimir Poutine et Joe Biden. Et il était d'ailleurs, Joe Biden, le premier à dire qu'il y allait avoir une guerre. Je dirais forcément, il l'a rendu inévitable. En quelque sorte, oui, parce qu'il le disait bien avant, quelques semaines avant, oui. Le fameux le 24 février 2022. Oui. Mais si on revient un petit peu en avant, 2016, vous dites que vous voyez donc la campagne Clinton, Trump, oui, oui. Il y a déjà quelque chose. Oui, c'est le point de bascule, oui, effectivement, vous avez raison. Le point de bascule pour moi, c'est, je suis dans un restaurant à New York, et puis il y a cette campagne électorale qui bat son plein. En fait, moi je crois que j'ai décidé de ne pas voter pour cette présidentielle-là. Je ne connais pas du tout Donald Trump, voilà, parce que je ne suis pas people, parce que voilà, je ne suis pas non plus encore complètement imprégné de tout cet événement politique. Mais Hillary Clinton, oui, je la connais, bien sûr. Et je suis dans ce restaurant, je regarde, il y a beaucoup de télévision dans les restaurants américains, les gens écoutent beaucoup, peut-être ne se parlent pas assez, qu'importe. Et elle nous sort cette phrase « Russia is my enemy ». La Russie est mon ennemi. Moi, je suis vraiment frappé de stupeur parce que j'ai quand même grandi en Europe, en partie, en France, et donc en aucun cas... des gens de notre génération, voire même les Européens en général, vont aller voir la Russie comme étant un ennemi, si vous voulez. Donc je suis vraiment pris de stupeur. Et c'est là qu'en fait, pour moi, ma vie commence déjà à basculer. J'appelle un ami proche qui vit à Moscou depuis de nombreuses années. Et c'est assez comique, en fait. Et il me dit « Come to Russia, come to Russia ». On en rit. Et finalement, je décide, en fait, de visiter la Grande Russie. Et bon, il y a beaucoup de choses en Russie qui nous font penser à notre histoire. Il y a, je crois, une grande admiration pour l'époque napoléonienne. Il y a... des bâtiments qui nous font penser à toute l'histoire culturelle, aristocratique française. Je découvre Saint-Pétersbourg avec le palais de Peterhof, avec l'Ermitage, avec beaucoup de choses. Moi, je suis assez sensible à ça. Ça me change effectivement de la Californie. Et bon, je me retrouve un petit peu... c'est comme si je retrouvais mes racines, en fait, en quelque sorte. Pourtant, vous n'avez rien de russe, vous n'avez pas de sang russe. Non, je ne crois pas. Vous parlez dans votre livre qu'en effet, dans les années 80, en France et en Europe, partout on vendait ce rêve américain, qui est peut-être plus le rêve, on va y revenir. Mais là, vous parlez de la Russie librement. Comment peut-on encore parler de la Russie? C'est très difficile. Voilà. Et moi, c'est peut-être le cœur aussi de notre dialogue, parce que nous, au dialogue franco-russe, on sait que c'est difficile. Mais on a beaucoup de spectateurs et nos auditeurs qui sont plutôt russophiles ou surtout ne veulent pas faire la guerre à la Russie. C'est ce qu'il faut préciser en ce moment, surtout après les dernières déclarations du président français. Comment peut-on, un simple citoyen, puisque vous voyagez beaucoup en France, aux États-Unis, bon, en Russie c'est clair, comment vous parlez de la Russie? Oui, alors, moi, I am an American citizen. Vous êtes citoyen américain. Oui, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a certainement
on est plus cash, j'ai, je pense, cette chance de pouvoir être un petit peu plus... on a encore cette liberté. Direct. Oui, d'être direct. On a encore cette liberté. Je suis conscient, malheureusement, que chez nous, enfin, ici, les temps ont beaucoup changé. Il suffit de regarder les programmes télévisés français pour s'apercevoir qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de tolérance pour autre chose. C'est navrant, c'est choquant, je ne sais même pas jusqu'où ça va aller. On voit également, je fais une parenthèse, c'est assez géopolitique, dernièrement il y a un candidat à la présidentielle roumaine qui s'est fait arrêter, un candidat pas des moindres. On peut même se poser la question, est-ce que un candidat aux élections françaises dans 2 ans, un candidat ou bien entendu une candidate, pourrait se faire également arrêter. On en est là. Et le message américain a été très clair de la part du vice-président américain J.D. Vance, où il a essayé de remettre un peu les pendules à l'heure en parlant de démocratie. C'est prendre des risques tous les jours. Je veux dire, vous en prenez. Dans une certaine mesure, j'en prends, bien sûr. Mais c'est plus simple aux États-Unis de parler des événements géopolitiques, surtout, bien entendu, depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, qu'on peut aimer ou ne pas aimer. C'est un autre débat. Mais pour ce qui est des discours, si vous voulez, le seul président ou le seul candidat présidentiel à un grand pays qui a parlé de paix depuis 1 an, c'est effectivement Donald Trump. Il y a vraiment un problème en Europe qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre. Si vous avez également Viktor Orban, le président de la Hongrie, vous avez également, dans une moindre mesure, le président slovaque. Vous avez peut-être aussi, enfin, on peut les citer. Et puis vous avez aujourd'hui, l'impression qu'on a depuis les États-Unis, c'est que les démocraties branle-ballantes, c'est un terme français, qui fonctionnent mal, comme la démocratie française fonctionne mal. Vous avez un président en exercice qui représente peut-être 15-17% de support. Vous avez en Finlande, dernièrement, alors quelqu'un qui présente très bien, qui nous dit il nous parle en fait d'un nouveau Minsk 3, on va laisser 3-4 ans et puis on va reconstruire l'armée ukrainienne et cette fois-ci nous allons repartir en guerre. C'est complètement fou. Les Suédois, alors historiquement, c'est vrai que quand on lit l'histoire de Saint-Pétersbourg avec la Suède, on sait qu'il y a eu des anicroches, mais je veux dire, la France a une histoire terrible avec l'Allemagne, avec l'Italie, ça n'a pas toujours été fraternel, avec l'Espagne, et pourtant, nous sommes dans une relation jusqu'à maintenant de paix, et tout fonctionne correctement. On a l'impression qu'avec la Russie, c'est plus difficile. J'ai du mal à l'expliquer. Quand on connaît ce pays, quand on le visite, personnellement, je suis allé jusqu'à Vladivostok, c'est passionnant. On sent quand même que les racines sont européennes de la Russie. Vous parlez de la Russie, vous la connaissez, en connaissance de cause. Comment on vit maintenant en Russie, le pays le plus sanctionné au monde, en tant qu'homme d'affaires? Ou pas que, citoyen aussi? Alors au niveau bancaire, c'est compliqué, pour l'instant. Mais c'est comme tout, il y a des rebondissements, donc en fait, c'est l'histoire humaine. On trouve toujours des solutions. On vit très bien en Russie. On vit extrêmement bien en Russie. C'est le paradoxe. On a une sécurité... Vous savez, la première des libertés, c'est la sécurité. Les peuples européens souffrent d'insécurité. Ça s'appelle la démocratie. Ça s'appelle votre démocratie, je ne sais pas. Oui, effectivement. Ce que je veux dire, c'est qu'en Russie, enfin pour moi qui ai énormément voyagé, ça fait 30 ans que je fais la planète.
Je connais très bien l'Asie, hein, j'y ai finalement pratiquement grandi, pas complètement, mais enfin j'ai quitté la France très jeune. Et donc en Russie, vous avez une sécurité qui est maximale, mais quand on dit, il ne faut pas confondre sécurité et sécuritaire, c'est une nuance qui est très importante. Vous prenez le taxi, vous prenez le métro à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Voilà, c'est un pays qui est apaisé. Les gens sont apaisés les uns envers les autres. C'est très important. Vous côtoyez les Russes tous les jours, peut-être même plus que moi, en quelque sorte, probablement. en ce moment. Da, конечно. Et alors, comment ils voient cette situation? Est-ce qu'ils souffrent de cette, comment dire, comme vous dites, je ne voulais pas maltraiter la Russie, est-ce qu'ils souffrent de désamour? Oui, je le pense. Parce qu'ils sont européens? Ou parce qu'ils ne peuvent plus aller en Europe? Pourquoi? Ah, ben ça dépend des profils, mais je pense que globalement, ils en souffrent. Ils souffrent de ce désamour. Ils se rendent compte que... et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu laisser ce témoignage. Effectivement, ils en souffrent à tout niveau. Alors certains, bien sûr, avaient leurs habitudes gastronomiques, habitudes de ski, habitudes... de plages dans le sud de la France ou à Courchevel pour le ski, etc. Mais enfin bon, là on parle de 0,01%. Bon, j'en côtoie certains. Mais je crois que la France en particulier a une relation romantique avec la Russie. Et les Russes ont une image très romantique de nos acteurs, de nos films, de la France en général. Donc là, c'est comme si tout d'un coup, à cause de ce président éphémère, on est en train de rayer au minimum un siècle d'histoire. D'histoire romantique, fraternelle, amicale. Et c'est vraiment très très dur. Il y a une incompréhension, et bon, sans parler des conséquences économiques, n'en parlons pas. Mon pays d'enfance est tellement riche qu'il n'y a pas de problème, bien entendu. Et vous savez, pour revenir sur les États-Unis et l'élection de... Pourquoi les États-Unis sont dans un réalignement total? Moi, voyez-vous, je me souviens d'une phrase, j'étais en cours avec... Paradoxalement, j'avais deux copains. J'ai fini mes études en Extrême-Orient, à Taïwan. J'avais deux copains. On apprenait tous le chinois, en fait. Hein, c'était notre cursus. J'avais un Russe qui s'appelait Victor, et j'avais Mike, qui était américain. Et puis, on était tous un peu... je sais pas, global. Et Mike était conscient que l'image américaine était simpliste. Et il m'a dit quelque chose d'exceptionnel que j'ai retenu toute ma vie. Et il m'a dit, you know what, Vincent? Americans are stupid, but not that stupid. Et pour moi, le réalignement de la politique américaine vis-à-vis de la Russie, c'est ça. C'est qu'en fait, vous savez, 75 millions d'Américains ont voté pour Donald Trump. C'est vraiment puissant. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, on est dans un pays qui est vraiment apaisé. En fait, on retrouve un peu la même chose en Russie. C'est-à-dire qu'on sent que les peuples, les nations, la nation américaine et la nation russe, en fait, elles marchent dans le même sens. Et c'est très powerful. C'est très puissant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une Russie qui est puissante économiquement. Je sais très bien qu'on se plaît à dire que le PIB russe est ceci et cela, mais le PIB russe en 2024, c'est plus 5%. Ça fonctionne. Nous sommes au courant, lorsque l'on fait du business, de l'efficacité du système bancaire russe. C'est phénoménal. L'argent circule à une vitesse instantanée. On est à des kilomètres. Je ne vais pas dire qu'on a un retard
en Europe. Quand je dis on, d'ailleurs, c'est pas moi, mais bon. Mais il y a un retard. Ils sont incapables même de voir l'efficacité du système bancaire russe. Et enfin, il y aurait énormément de choses à dire de ce côté-là. Mais pour répondre à la question, oui, bien sûr, c'est difficile. Je le décris dans le livre. Moi, j'ai commencé à comprendre la fracture idéologique de certains amis. Je n'ai jamais cru au lavage de cerveau, etc. En fait, j'y ai jamais cru, sauf que j'y étais confronté. Et je suis vraiment un citoyen du monde, donc ça m'a vraiment interpellé. Et c'est pour ça que je dirais que dans ce récit, ce petit ouvrage, ce livre, il y a deux phases. Il y a la phase de mon expérience des pays baltes, parce que les pays baltes, faut pas se mentir, c'est un souci. Voilà, c'est un souci pour l'avenir. Avec la paix, les pays baltes, ce sera peut-être encore un souci. Vous parlez de quelque chose, là on est au mois de mars, dans 2 mois, il y aura quelque chose d'important en Russie. C'est la fête du 9 mai, ce qu'on célèbre en France et en Europe le 8 mai. C'est la journée très importante pour tous les Russes. Vous avez peut-être participé déjà à cette fête Je l'ai vu, oui, bien très sûr. familiale d'ailleurs. Donc, victoire sur le nazisme. Vous avez fait quelque chose, il faut en parler puisque c'est écrit dans le livre, c'est le cœur du livre. Vous avez fait la une du Commerçant. Commerçant, c'est comme New York Times en Russie, un journal très important, pour témoigner de ce que vous dites de cette amitié franco-russe. Qu'est-ce que vous avez fait et pourquoi vous l'avez fait d'ailleurs? D'accord. Pourquoi je l'ai fait? Et expliquer à nos éditeurs ce que c'était en soi, à ceux qui ne savent pas. D'accord. Alors, j'ai des amis qui vivent en Russie depuis longtemps. Il y a une très belle communauté française en Russie. Et c'est une communauté qui souffre non pas de la pression russe sur eux, français en Russie, mais qui souffre de la politique française, voire même des autorités ou de la représentation diplomatique française en Russie. C'est important de le dire. Et j'ai été témoin de ça. Nous avons connu tous ensemble des attentats, la France en a connu, la Russie en a connu un tragique en 2024, en mars 2024, Crocus, où il y a eu 100, 140, 120, 130 morts, enfin c'est affreux, il y a eu des enfants, des parents, etc. etc. J'étais à l'extérieur de la Russie lorsque ça s'est passé. Nous avons médiatiquement en France des chaînes de télévision qui ont dépassé le cadre de l'information. Elles font de la propagande aveugle. Et je regardais cette chaîne de télé, inutile de la nommer, tout le monde la connaît, et j'ai été stupéfait des déclarations des journalistes vis-à-vis de cet acte horrible pour toute personne civilisée, de ces meurtres au sein de cet amphithéâtre de Crocus dans la banlieue de Moscou. Et quand j'ai entendu ces témoignages, ce récit de cette journaliste sur les plateaux de télévision, j'ai eu honte. Vous voyez, j'ai eu honte de mon pays d'enfance, parce que je crois qu'on a toujours gardé, moi j'ai une 50aine d'années, on a gardé cet esprit que les journalistes étaient un peu chevaleresques, qu'ils avaient quelque chose sur tous les Français, c'était un petit peu comme Médecins sans frontières, c'était des gens qui allaient à travers le monde, qui nous ramenaient l'information avec de l'objectivité, etc. C'était ça, moi, gamin, c'était ça. Et là, c'était vraiment quelque chose de complètement différent. Et j'ai eu honte. Et j'étais quelque part et j'ai pris en fait cette photo
il y a quelques années, sans jamais me douter que ça ferait la une d'un livre ou de quoi que ce soit, ou la une d'un journal. Cette photo est très symbolique parce qu'elle associe la Russie orthodoxe à la France. C'est un message de paix. Et j'ai pris l'initiative de contacter effectivement ce grand quotidien russe, sans savoir s'ils allaient accepter, bien entendu. Je les ai contactés discrètement. Je n'étais pas à Moscou à ce moment-là. Et finalement, c'est là que vous voyez le sens de la liberté de la presse. Et ils ont accepté que ce message soit diffusé à la une le jour de la fête nationale russe. Ce message a été traduit en français et en anglais. Voilà. Ce que je vous dis, excusez-moi. En français et en russe. Voilà. Ça a été traduit en français et en russe. Et donc, ça a été, il faut bien le dire, parmi la communauté française accueillie avec bonheur et stupéfaction, et ça a probablement été accueilli, je le sais, par les représentants de l'administration, excusez-moi l'anglicisme, de l'administration macroniste. Ça a été aussi avec stupéfaction de voir que des gens indépendants se payaient, puisque c'était quand même... Il y a eu un échange, il y a eu une relation financière entre ce journal et moi-même, mais je vais rester discret sur la transaction, mais ce que je veux dire, ça aurait pu être quelque chose de beaucoup plus cher. Ça a été fait, je crois que tout le monde a été emballé en fait par cette histoire. Et donc ce journal, il fait la taille du Figaro quand même. Donc c'est vraiment la une où on voit le drapeau français, le drapeau russe, un témoignage d'amitié. Et alors à partir de ce moment-là, où effectivement, ma vie a un petit peu basculé. En fait, je pense qu'innocemment, je m'attendais à... J'y ai pas pensé. En fait, tout simplement, j'ai pensé à rien parce que j'ai été pris dans l'émotion, en fait. Et je me suis dit, c'est le moment de faire quelque chose. Et je l'ai fait. Et ça a été fait dans le plus grand secret. Personne n'a été au courant, sauf une personne sur Moscou, et le journal, bien entendu. J'ai été en contact avec le journal directement. Ils m'ont demandé par la suite de me présenter, ce que j'ai fait. Il faut savoir quand même que c'était le jour de la fête nationale en Russie, donc et de la réélection du président Poutine. Et avec un clin d'œil, ça a été assez exceptionnel, puisque, en fait, on m'a dit, vous savez, Bernard, tous les journaux, tous les quotidiens russes ne parlent que de la réélection de Vladimir Poutine, sauf le vôtre. Et c'est là que je crois que j'ai pris conscience que ça avait été probablement apprécié à un très haut niveau, cette démarche. Et j'ai pris aussi conscience que, alors, je ne sais pas, les autorités françaises, il n'y a rien de vindicatif, c'est un message de paix, si vous voulez, c'est un message d'amitié qui dépasse les présidents. Mais en effet, vu les toutes dernières déclarations du président Macron, juste la semaine dernière, le 5 mars, on voit très bien que ce message de paix, d'amitié, il est très difficile à faire. Il ne le fera peut-être jamais. Et on voit que rien ne va changer dans ce sens-là. Pourquoi il est si difficile pour l'élite française, ce qu'on appelle l'élite, le gouvernement français, de faire ce pas vers la paix, d'après vous? Je crois que c'est la manque... ils n'ont pas la connaissance du terrain. Voilà. Ce sont des gens, vous savez, qui ont des problèmes avec tout le monde. Excusez-moi. Vous savez, quand on avait un chef d'État en France, on avait des relations avec Moscou qui étaient respectueuses, amicales. Souvenez-vous de la venue de Vladimir Poutine à l'enterrement de Jacques Chirac. C'était beaucoup d'émotions. Lorsque nous avions un chef d'État, nous étions écoutés, enfin la France était écoutée aux États-Unis, aux Nations Unies. Aujourd'hui,
sous l'administration Macron. La France, d'après lui, est en guerre avec Moscou. Et la France, d'après lui, est en guerre froide avec Washington. C'est le problème des Français. C'est le problème des gens qui ont voté pour cette personne. C'est le problème aussi de cette démocratie branque-ballante. Je me souviens, c'est une expression française, je crois, qui ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. Pourquoi les élites françaises? C'est vrai que moi, j'ai eu un dîner à Miami avec des connaissances amicales françaises, non américaines. Moi, je suis américain, elle était française. Il travaillait au consulat français de Miami. Et juste avant on va dire, le conflit, on avait ce dîner tous ensemble, nous étions une douzaine de convives. Et parmi ces convives, 2 personnes travaillaient au consulat de Miami, le consulat français de Miami. C'était l'hystérie quand on a parlé de la Russie, pays qu'ils ne connaissaient pas. La peur de perdre le pouvoir, peut-être. Les Français atlantistes, ce sont des has-beens, il faut bien le comprendre. Ils n'ont pas compris le réalignement du monde. On va dire, même si j'aime pas ce terme, anglo-saxon. Vous savez, on est surpris de voir comment l'administration américaine ne pas être très friendly avec les Anglais, un pays quelconque. C'est normal, parce que les Anglais ne comprennent pas que ceux qui sont au pouvoir aux États-Unis, ce sont plus des gens qui sont proches du Tea Party d'il y a quelques années aux États-Unis, donc qui est complètement anticolonialiste. Ils ne le comprennent pas. Et je crois qu'en France, ils ne comprennent pas, en fait, que la division du continent européen va les entraîner à leur perte. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la Russie, en fait, était rentrée dans le concert des nations européennes avec sa puissance économique, sa puissance de ses matières premières. Et là, on a coupé. Ils ont coupé. Et aujourd'hui, bien sûr que nous, on peut faire, l'Europe peut faire des déficits. Jusqu'à quand? L'Europe, c'est pas les États-Unis. Voilà. L'Europe, c'est pas les États-Unis. À côté, vous avez la Russie avec un excédent budgétaire, un taux d'imposition, il faut le dire, qui est extrêmement bas, aussi bien pour les entreprises que pour les individus. Donc, les élites françaises, je ne connais pas, moi, leur cursus scolaire, si vous voulez. C'est un peu presque en sourire, je ne comprends pas, en fait. Et vous voyez, au sein de l'administration Trump, on a beaucoup de self-made men, on a beaucoup de gens qui sont complètement en dehors des Harvard et du système, tout à fait. Je crois qu'on va voir ce que tout ça va donner, mais encore une fois, j'essaye de répondre à votre question, parce qu'on parle de haine. Quand on voit les déclarations de Nathalie Loiseau, par exemple, je sais pas, elle me vient comme ça, parce qu'elle se fait remarquer elle est assez vindicative. Quand on voit Glucksmann, on peut comprendre éventuellement son engagement, parce que plus jeune, je crois que les gens ces gens-là sont médiocres, ils se nourrissent de ça, c'est tout. Ils ne savent pas faire quelque chose d'autre, ils se nourrissent de ça. Ils ne sont pas des businessmen, ce ne sont pas des gens qui vont être élus, ils vivent à travers sur cette peur, on le dit de plus en plus, sur la vague de la peur. Bon, voilà, moi je les invite à lire peut-être ce que j'ai écrit, mais surtout à voyager un peu plus, à prendre le métro en Russie ou ailleurs,
à Vladivostok ou à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à comprendre aussi le monde slave qu'on essaye de diviser. Voyez ce qu'a fait Vladimir Zelensky en train d'aller changer le Noël orthodoxe à Kiev. C'est d'un ridicule pas possible. Il a essayé de faire passer le Noël au 24 décembre. On peut pas, on ne joue pas comme ça avec un millénaire de civilisation. Je crois pas. Merci beaucoup Bernard pour ce message de paix. Voilà. C'est très rare un bon en résumé. ce moment. Merci, spasiba. Merci.